Dans Le Brief, l'actualité est présentée par de vrais connaisseurs. Chez Argenta, c'est votre expert en patrimoine qui vous connaît vraiment. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 27 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le Brief de l'Écho. Des robots humanoïdes sur abonnement pour les lignes de production, c'est ce que propose une start-up bruxelloise et elle vient déjà de lever 2 millions d'euros. Les patrons des grandes banques centrales mondiales ont rendez-vous pour 3 jours dans le Wyoming. La conférence annuelle de Jackson Hole commence aujourd'hui et tout le monde veut savoir si le patron de la Fed va enfin en dire plus sur sa stratégie. Nvidia dépasse les attentes mais ne convainc pas les investisseurs. Meta paye 18 milliards de dollars et promet de mieux protéger les adolescents. Elon Musk promet encore une fois la Lune, enfin Mars. Mais que valent ces promesses? On voit ça ensemble. Et puis, en ce jour de demi-finale de Coupe du Monde de hockey, on se penche aussi sur les écarts qui existent toujours entre les équipes féminines et masculines. Dans quelques heures, les Red Panthers affrontent les Pays-Bas. 3e mondial contre 1er mondial pour une place en finale. Je suis Julie Vilquet, bienvenue dans le Brief. Le Brief. Cette info dès 7h. Des robots qui chargent des caisses, emballent des produits ou alimentent des chaînes de production, les humanoïdes commencent à faire leurs premiers pas dans les usines. Mais une question reste entière. Sont-ils vraiment prêts à travailler au quotidien aux côtés des humains? La start-up bruxelloise Motion en est persuadée et elle veut accélérer leur arrivée dans l'industrie. Elle propose donc aux entreprises de louer les robots plutôt que de les acheter. On en parle avec notre journaliste tech, Maxime Samin. Salut. Bonjour Julie. Maxime, concrètement, qu'est-ce que ces robots sont déjà capables de faire aujourd'hui dans une usine? Est-ce qu'on est vraiment face à une technologie qui est prête à être déployée à grande échelle? Alors aujourd'hui, ces robots, ils savent surtout réaliser des tâches répétitives et qui sont surtout bien délimitées. Donc déplacer des bacs, charger des caisses, alimenter un convoyeur ou manipuler certaines petites pièces. Il y a déjà pas mal de déploiements réels, que ce soit avec le robot Digit, qui est celui d'Agility. Il y a aussi le robot de Figure, qui a notamment participé à la production de 30 000 voitures chez BMW. Mais il faut rester prudent parce que ces chiffres ils viennent par exemple des fabricants ici, dans ce cas-ci, et ils concernent des tâches qui sont très spécifiques dans des environnements bien préparés. On n'est donc pas encore face à un ouvrier polyvalent qui est capable de s'adapter seul à toutes les situations. La technologie, elle commence à travailler, mais elle n'est pas encore prête pour un vrai déploiement massif partout. Oui, et justement, Motion particulièrement ne fabrique pas les robots. L'entreprise veut plutôt faire le lien entre les constructeurs et les industriels en prenant en charge le système de financement, l'intégration, la maintenance. Bref, ça ressemble à du leasing. Est-ce que ce genre de service peut accélérer le développement, la mise en place de ces robots? Oui, clairement, ce type de service ou d'abonnement même, ça va accélérer l'adoption parce que le problème aujourd'hui, c'est pas seulement de disposer d'un robot qui fonctionne. Il faut choisir le bon modèle, l'entraîner, l'intégrer dans l'usine, assurer sa maintenance. Et puis en fait, il faut aussi démontrer qu'il est plus rentable qu'un automate classique. Et donc Motion veut prendre en charge toute cette complexité et remplacer un investissement important par un abonnement mensuel, ce qui est très malin. Ça réduit le risque pour l'industriel, mais par contre le frein reste quand même aussi technologique. Si le robot tombe régulièrement en panne, travaille trop lentement ou nécessite constamment l'intervention d'un humain, aucun montage financier ne va rendre son utilisation rentable. Et donc le modèle de Motion, il peut faciliter le passage à l'échelle, mais il peut pas supprimer les limites actuelles de certaines machines. Oui, et en tout cas, pour tester tout ça, Motion travaille actuellement avec 5 entreprises dans le cadre de projets pilotes. Merci beaucoup, Maxime. Les brasseurs belges montent au créneau contre le nouvel avertissement qui devrait bientôt apparaître sur les publicités pour l'alcool. Désormais, le message ne sera plus l'abus d'alcool nuit à la santé, mais tout simplement l'alcool nuit à la santé. Et ça dérange le secteur. Les brasseurs estiment que cette formule met sur le même plan une consommation raisonnable et une consommation excessive. Ils craignent aussi que ces nouvelles règles pèsent sur un secteur déjà en difficulté. En 30 ans, nous avons réduit notre consommation de bière de 40% en Belgique. En face, les experts de la santé, eux, rappellent que l'alcool reste un problème majeur. Les Belges en consomment encore trop et l'alcool serait responsable d'environ 10 000 décès évitables chaque année dans tout le pays. Quant au gouvernement, lui, il doit encore poursuivre l'examen de la nouvelle réglementation.
À partir d'aujourd'hui et pendant 3 jours, tous les regards vont se tourner vers Jackson Hole dans le Wyoming. C'est là que vont se retrouver les grands banquiers centraux de la planète et surtout parmi eux Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed. Il prendra la parole demain et les marchés n'attendent qu'une seule chose, comprendre où il veut emmener les taux d'intérêt américains. Depuis son arrivée à la tête de la Banque centrale américaine, Warsh joue plutôt la carte du silence. Il ne donne plus vraiment de calendrier aux investisseurs et il leur demande en gros de regarder les chiffres et de se faire leur propre idée. Sauf que cette stratégie commence à créer des remous. Les taux américains à long terme ont fortement remonté ces dernières semaines sur fond de craintes concernant l'inflation, mais aussi, bien sûr, de dettes colossales des États-Unis. Alors, est-ce que Kevin Warsh va enfin donner des indices pour la suite ? Réponse demain dans son discours. 18 milliards de dollars, c'est ce que Meta va payer pour mettre fin aux poursuites judiciaires engagées par 29 États américains. Les procureurs de ces États accusent l'entreprise d'avoir exposé les mineurs à des pratiques addictives volontairement et d'avoir collecté leurs données sans le consentement de leurs parents. Mais l'accord convenu ne porte pas uniquement sur ce montant. Meta va aussi modifier en profondeur la façon dont on utilise Instagram et Facebook pour les ados. On décortique ça tout de suite avec toi, Pauline Denis. Salut. Salut Julie. Alors dis-nous concrètement, qu'est-ce que Meta s'est engagé à changer sur Instagram et sur Facebook ? Plusieurs choses en fait. Il y a une liste de mesures qui est sortie. Je peux en citer quelques-unes, certaines sous réserve d'approbation judiciaire, mais on peut penser à une limite de temps. Aussi une autorisation parentale qui permettra de désactiver cette limite. Les applications, elles seront aussi bloquées par défaut pour les adolescents entre minuit et 6 heures du matin. Et les notifications seront désactivées entre 8 heures et 15 heures. Vraiment dans l'idée de minimiser les distractions pendant les heures de classe. Il va y avoir aussi un masquage par défaut des mentions j'aime ou encore une interdiction des filtres de chirurgie esthétique ou de maquillage. Ok, donc de gros changements en vue. Explique-nous quand même, Meta s'est longtemps battu devant les tribunaux pour ce procès, mais pour beaucoup d'autres aussi. Pourquoi accepter un accord à l'amiable maintenant ? La principale raison, je dirais, c'est que l'entreprise aurait tenté d'échapper au potentiel 200 milliards de dollars de pénalités réclamées par les États impliqués dans ce procès. Et puis ces derniers mois, plusieurs verdicts ont été défavorables pour l'entreprise. On peut citer par exemple un procès intenté par le Nouveau-Mexique. Plus tôt cette année, Meta a été condamné à verser 375 millions de dollars pour avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes. Merci Pauline. Et en tout cas, Meta ne veut pas se laisser distancer. Elle souhaite désormais que ces nouvelles règles deviennent une référence pour l'ensemble du secteur et souhaite voir TikTok et YouTube lui emboîter le pas dans cette réglementation. Nvidia vient de publier des résultats encore meilleurs que prévu. Le géant américain des puces a vu son chiffre d'affaires bondir de 106% en un an. Il atteint plus de 96 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le bénéfice net, lui, a quasiment doublé pour atteindre 54 milliards. Et Nvidia ne voit pas vraiment de ralentissement à l'horizon. Jensen Huang, son patron, estime même que l'IA vient d'atteindre un point de bascule. Le groupe prévoit donc encore mieux pour le trimestre prochain, avec plus de 108 milliards de dollars de chiffre d'affaires attendu. Mais malgré ces chiffres impressionnants, l'action a reculé après la publication des résultats. Les investisseurs continuent de se demander jusqu'où peut aller cette course à l'IA et surtout si les dépenses massives des géants de la tech pourront continuer à ce rythme. Et de courses et de dépenses massives, il en est aussi question chez SpaceX, avec plus de 30 fusées par jour annoncées. C'est l'objectif complètement fou souhaité par Elon Musk pour une future base spatiale qui serait installée en Louisiane. SpaceX veut y investir 100 milliards de dollars et faire décoller des milliers de Starship chaque année. Le problème, c'est que la fusée géante n'est toujours pas complètement au point techniquement. Alors Olivier Gosset, dis-nous, plus de 30 lancements de Starship par jour. Techniquement, est-ce que c'est crédible aujourd'hui ? Alors actuellement, cela semble plutôt hors d'atteinte. À titre de comparaison, SpaceX a effectué un total de 165 lancements orbitaux en 2025, la plupart avec la Falcon 9, qui est une fusée qui est nettement plus petite et donc plus facile à lancer. Alors SpaceX a certes déjà réussi des lancements très proches, voire quasiment simultanés, mais en fait il s'agissait de tirs qui se faisaient à partir de 2 sites différents. Or ici,
On parle bien d'une fusée géante. Le Starship, c'était plus de 120 mètres dans sa version la plus récente et qu'il a réalisé jusqu'à présent que 13 tirs d'essai dans sa configuration complète en 3 ans. Donc, imaginez de pouvoir passer à un rythme de 30 lancements par jour d'ici 5 ou même 10 ans, ça paraît difficilement crédible. Ouais, il faut aussi se poser la question de quoi, ou plutôt de pourquoi faire. À quoi serviraient ces milliers de vols? SpaceX et Elon Musk parlent de missions vers la Lune et vers Mars, mais aussi de data centers dans l'espace. Mais est-ce que ce genre de projets peuvent justifier une telle infrastructure? Pour le programme de retour sur la Lune, donc Artemis, qui est un programme de la NASA, une poignée de Starship pourrait suffire, d'autant que la NASA possède un autre lanceur lourd, le SLS. Alors, pour aller sur Mars, il en faudra évidemment beaucoup plus. On ne parle sans doute pas de centaines et encore moins de milliers de fusées. Merci beaucoup pour ces explications, Olivier. Je vous le disais en ouverture de cet épisode, c'est une journée importante pour les Red Panthers, notre équipe féminine de hockey. Elle affronte les Pays-Bas en demi-finale de la Coupe du Monde. Et sur le terrain, les Belges auront fort à faire face à une équipe néerlandaise qui domine le hockey féminin depuis plus de 20 ans. Derrière les performances sportives, il y a aussi une autre réalité, celle des joueuses qui, malgré leur statut d'athlète de haut niveau, ont encore du mal à pouvoir vivre pleinement de leur sport. La fédération belge a fait évoluer les choses ces dernières années, notamment en imposant un salaire minimum identique pour les hommes et les femmes en équipe nationale. Alors Arnaud Martin, aujourd'hui, est-ce qu'une joueuse de haut niveau peut vivre de son sport? Oui, aujourd'hui c'est possible, puisque désormais toutes les Red Panthers, elles ont un contrat avec la fédération, ce qui du coup leur assure un salaire compris en gros entre 1000 et 3000 euros bruts par mois. Et du coup, à côté de ça, elles peuvent aussi du coup compter sur un salaire en club, mais qui est souvent bien moins élevé que chez les hommes. Ça peut aller de quelques milliers d'euros à jusqu'à 20 000 euros par an. Donc on parle bien par an. Et donc certaines peuvent aussi négocier des extras comme la mise à disposition d'une voiture par exemple. Et sinon, enfin, il y a le sponsoring puisque certaines parviennent quand même à décrocher des contrats avec des marques qui veulent s'associer à leur image. Donc oui, elles peuvent en vivre, mais certainement pas une fois que leur carrière est terminée. Arnaud, on l'a dit, le hockey sur gazon, c'est un sport incontournable aux Pays-Bas. D'ailleurs, beaucoup de joueuses belges s'exilent, vont jouer là-bas. Est-ce que c'est une solution pour elles? C'est effectivement ce qu'on pourrait penser, hein, puisque le hockey là-bas, c'est encore autre chose qu'en Belgique, hein, puisqu'on parle qu'il y a environ 300 000 joueurs affiliés contre 60 000 en Belgique. Et il y a d'ailleurs plusieurs joueuses de l'équipe nationale qui ont décidé d'aller jouer là-bas, dont la gardienne Elodie Picard et l'attaquante Charlotte Anglebert. Mais visiblement, les différences de salaire sont assez minimes par rapport au championnat belge. C'est en tout cas ce que nous expliquait Jill Bone, qui est une ex-Red Panther et qui a joué 4 ans aux Pays-Bas. Et donc en fait, elle explique que le championnat est tellement attractif et relevé que les clubs en fait sont pas spécialement demandeurs de joueuses supplémentaires et donc forcément c'est plus compliqué pour aller négocier là-bas. Merci beaucoup Arnaud, et donc ça veut dire que ce soir un certain nombre de joueuses vont se retrouver sur le terrain face à leurs coéquipières. Les Red Panthers affrontent les Néerlandaises à 18h, on leur souhaite bonne chance. Merci à Brian Momar pour la préparation de cet épisode. Merci bien sûr aussi à vous qui nous écoutez. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouvel épisode du Brief. D'ici là, passez une très bonne journée. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le Brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le Bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le Bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.